Alors bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur le chapitre 5 où on va s'attaquer à d'autres réactions sur les additions électrophiles de double liaison et de triple liaison. Donc dans la dernière capsule, je me suis arrêté sur les réactions d'addition euh, d'eau en milieu acide et on s'est arrêté en réalité sur l'addition d'alcool en milieu acide qui est très similaire à celle d'addition d'eau en milieu acide. Donc, pourquoi c'est très similaire ou presque identique, c'est que dans une molécule d'eau, vous avez H2O. Dans une molécule d'alcool, vous avez une chaîne de carbone, puis OH. Donc, le R, qui est la chaîne de carbone, c'est très similaire à avoir un autre H, ok, en réalité. Donc, c'est comme H2O, ok. Ça demande la même chose, ça demande un acide en milieu, euh, en, en quantité catalytique pour pouvoir faire la réaction. Et par contre, plutôt que d'avoir à la fin OH puis H qui va s'ajouter, on va avoir un H puis OR qui va s'ajouter sur notre molécule de la double liaison. Donc, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir en réalité ceci. On va avoir OR et le H va s'ajouter sur l'autre carbone de la double. Ou le contraire, on ajoute le H ici et le OR, on l'ajoute sur le carbone ici à droite. Donc soit on y va sur le carbone qui est là ou le carbone qui est là. Donc comme on a vu dans la capsule précédente, la règle qui était importante à suivre, c'est la règle de Markovnikov, qui dit qu'on va ajouter, de préférence, le H sur le carbone de la double liaison qui a le plus de H pour passer par le carbocation le plus stable. Donc si j'ajoute mon H sur le carbone qui est ici à droite, qui a déjà 2 H, il y en a plus que le carbone qui est à gauche de la double liaison. Ça va faire en sorte que je vais passer par une carboxylation tertiaire et ça me donne le produit suivant. Donc c'est lui qui est majoritaire. Tandis que si je ferais l'inverse, je passerais par une carboxylation primaire. Donc c'est pour ça que dans le cas qui est ici, je monte juste avec une double liaison qui est asymétrique, puisque les symétriques, comme j'ai dit, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais la différence avec H2O en milieu acide et un alcool, c'est juste, au lieu d'avoir OH, j'ai OR. Mais il n'y a rien de différent sinon. Okay? Pour le mécanisme doit passer par... Et là, ça c'est la petite portion des fois que vous avez de la difficulté. Parce que lorsque je vous demande de l'eau en milieu acide, c'est pas super, vous me formez H3O+, parce que vous êtes habitué de voir ça. Lorsqu'on a un alcool en milieu acide, il faut faire la même chose. Il faut former une molécule qui ressemble à H3O+. Il faut prendre la, la, votre, votre molécule. Donc, si je reviens avec ce que j'ai montré dans l'autre capsule, mais à la place maintenant, je remplace un des H par un R. Par exemple, un CH3 ou un CH2CH3. OK? Peu importe lequel vous voulez, vous pouvez faire même plus long, vous pouvez avoir un cycle, ça n'a pas d'importance. Je vais faire avec un CH3. OK? Donc la différence, c'est que maintenant, au lieu d'avoir H2O, qui devient H3+, j'ai CH3OH, qui devient CH3OH2+. Mais sinon, ça n'a rien changé pour le reste. Puis c'est vraiment, vraiment cette molécule-là qui nous intéresse pour la suite. Donc cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de la dessiner. Je veux seulement que vous rappelez que c'est cette forme-là qui est l'importante. Fait que vous n'êtes pas obligé de le faire, l'étape qui est ici, mais parfois le faire peut vous aider, peut vous dépanner pour bien partir du bon pied. OK? Donc, je reviens à la présentation. Donc ici, j'ai ma double liaison. J'ai l'équivalent de H3O+, mais avec une chaîne R, une chaîne de carbone. Donc ici, on vient chercher le H, on brise la liaison, le H et l'oxygène. Donc un des deux H de la portion OH2 plus R. Ça, c'est l'étape lente. Donc ici, là, la flèche n'est pas super bonne.
je préférais, vous allez faire votre flèche, de pointer vraiment ici. En fait, le mécanisme qui est là, c'est pas moi qui l'ai dessiné, ça vient d'un manuel. Fait qu'il utilise la forme semi-développée plutôt que stylisée. Moi, je préfère que vous utilisez stylisé pas mal tout le temps. Semi-développé, des fois, on voit des choses, on voit pas la 3D, même si on voit toutes les haches partout, ça peut dépanner, mais pas tout le temps. Ok? Fait que essayez de... J'aime pas trop que vous utilisez cette forme-là, mais bon, je l'ai laissé pour ce mécanisme-ci. Donc là, on utilise une molécule d'alcool. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu de plein d'alcool. C'est notre solvant et notre réactif. Puis on en a formé une molécule ici auparavant. Okay? Parce que quand on vient chercher le H, qu'on libère, on brise la liaison entre le H et le O ici. On forme un ROH qu'on peut utiliser. Mais il y en a plein d'autres au pire qu'on peut utiliser. Parce on a juste mis un 10%, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis beaucoup d'acide. Donc la règle de Markovnikov s'applique, ça veut dire que j'ai préféré ajouter le H sur le CH2 plutôt que de l'ajouter sur le CH. Okay? Le CH3, lui, il est déjà plein. C'est pas lui qui réagit pour la double liaison, donc même s'il y a plus de H, faites attention, il faut que ce soit les carbones de la double liaison qu'on regarde. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, en ajoutant notre OROH, donc le A peut être n'importe quoi, ça peut être un CH2, ça peut être un CH2CH3, ça peut être un CH3, ça peut être un cycle, peu importe. Lorsqu'on ajoute, on vient réagir avec les doublets libres de l'oxygène, ça nous donne cette forme-ci, qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait avec le H2O. C'est-à-dire qu'on a un H de trop, okay? Parce qu'on a un O+. On va se débarrasser de ce H de trop-là. Une autre molécule d'acide va venir chercher le H. Et là, cette flèche-là, elle n'est pas au bon endroit. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle n'est pas supposée d'être ici. Donc, il devrait avoir une flèche ici, comme ça, qui pointe entre prend la liaison entre le H et l'oxygène, puis l'amène vers l'oxygène. Okay? Parce que le H ne peut pas faire les deux liens en même temps. Fait que là, qu'est-ce qu'on va former lorsqu'on prend le ROH et le H, mais on forme cette molécule-ci. OK? Là, c'est pas vraiment une flèche de réaction, c'est juste pour vous montrer là, que ça va se produire. Puis vous allez avoir votre produit final qui va être la chaîne de carbone où maintenant on a ajouté le OR. Donc le H est ajouté sur, je vais juste vous mettre le pointeur laser. Donc le H est ajouté ici au bout, au CH3, okay, qui était le CH2 initial. Puis on a ajouté le OR sur le carbone au centre qui était le carbocation secondaire. Donc on a préféré un carbocation secondaire à un primaire. Donc ça, c'est très très similaire entre addition d'un alcool en milieu acide puis une addition d'une molécule d'eau en milieu acide. Donc une fois que vous avez pratiqué un, vous avez pratiqué l'autre d'une certaine manière. Généralement, vous avez plus de misère avec l'alcool, mais vous pouvez pratiquer avec alcool. Puis après ça, vous pouvez utiliser toute cette pratique-là, puis l'appliquer avec une molécule d'eau en milieu acide. Okay? Souvent, les gens me demandent, est-ce que j'ai besoin d'apprendre par cœur les choses? Vous n'avez pas besoin, mais ce que je vous recommande, c'est quand même vous faire une petite liste des différentes réactions qu'on va voir ensemble. Donc, par exemple, là, jusqu'à maintenant, on a vu 3 réactions différentes. Vous pouvez vous faire sur une feuille séparée une liste des différentes réactions. Okay? De façon générale, comment elles fonctionnent. Vous pouvez même les regrouper comme vous désirez. Des fois, ça va vous aider à vous retrouver parce que des fois, juste regarder vos notes, des fois, c'est un peu séparé par les mécanismes et tout ça. Avoir toutes vos réactions qui sont là, qui sont toutes dans un même endroit, c'est-à-dire sur une même feuille ou plusieurs feuilles là, avec les mêmes réactions. Vous pouvez même faire des petites fiches. Ça peut vous aider pour étudier par la suite. Okay? Plutôt que de juste suivre sur soit le manuel, soit les notes de cours que je vous donne. Okay? Parce que avec les mécanismes, des fois, ça ajoute beaucoup. Puis vous pouvez passer par-dessus certaines
réaction que vous pensiez qui était pareille ou que vous avez oublié qui existe. Vous n'avez pas à apprendre par cœur les mécanismes, juste à comprendre le fonctionnement général, puis après ça, ça s'applique à toutes les molécules qui sont similaires, qui vont réagir de la même façon. Donc ici, qu'est-ce qu'on forme? C'est qu'on forme un éther. Tandis que lorsqu'on utilise, plutôt qu'on utilisait un alcool en milieu acide, on utilise de l'eau en milieu acide, on formait un alcool lorsqu'on avait la réaction, on formait un OH. Donc ici, on forme un O avec une autre chaîne de carbone. Donc ça, c'est un oxygène qui prend 2 carbones, c'est un éther. Alors, pour pratiquer ça, j'ai un exercice ici où je vous demande de me faire le mécanisme complet de l'addition de l'éthanol en milieu de HCl, milieu catalytique de HCl, j'aurais pu préciser, sur le 2-méthylpente-2N pour donner le produit majoritaire. Donc, je veux juste le produit majoritaire, je ne veux pas les deux produits, je veux juste le majoritaire. OK? Un petit peu comme on vient de voir. Tandis que dans l'exercice 1 qu'on a fait dans la capsule précédente, on avait vu avec les deux possibilités. Donc, des fois, je peux vous demander juste le majoritaire, des fois, je peux vous demander, OK, montrez-moi les deux options, lequel est majoritaire, lequel est minoritaire, expliquez-moi pourquoi. OK? Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment juste le majoritaire. Donc, tentez de le faire, mettez la capsule à pause, essayez de faire l'exercice. Puis lorsque vous avez terminé, revenez, repartir la vidéo parce que je vais vous donner la réponse maintenant. Alors, si on regarde ceci, je vais garder ça en arrière, ce que j'ai déjà montré. Donc, une des questions qui revient souvent lorsque vous avez un exercice à faire comme celui-là, c'est OK, j'ai beaucoup de molécules. J'ai de l'éthanol, j'ai du HCl, j'ai le 2-méthylpente-2N. C'est quoi qui réagit en premier? Puis là, vous êtes tenté de faire réagir le 2-méthylpente-2N avec tout de suite l'éthanol. Là, vous ne savez plus qu'est-ce qui arrive avec la HCl. Vous faites réagir le 2-méthylpente-2N avec la HCl directement. Puis là, vous ne savez plus trop qu'est-ce qui arrive avec l'éthanol. OK? La première étape, dès que vous avez une molécule soit d'eau ou un alcool, milieu acide, vous devez former cette molécule-là. OK? Donc ici, j'ai de l'éthanol. Donc l'éthanol, c'est CH2CH3. Avec le CH2CH3OH, le O va venir chercher le H du HCl, libérer du Cl-, et former cette molécule-ci qu'on va utiliser par la suite. Donc ça, c'est notre étape préliminaire. Okay? Donc c'est avant que l'addition électrophile puisse se produire. Ça forme notre électrophile. Donc ici, là, ça c'est la formation de notre électrophile. Donc la réaction en réalité comme une quatrième étape dans cette étape-là. Et c'est ça qui va réagir avec le 2-méthylpente-2N. Donc on va dessiner notre 2-méthylpente-2N. Donc ça c'est notre 2-méthylpente-2N. Là je vais passer juste comme ça, ici. Donc le 2-méthylpente-2N va réagir avec notre molécule ici. On a un O qui est positif, lié avec deux H. Donc, notre double liaison, oups, je vais utiliser cette flèche-ci. Notre double liaison, elle est nucléophile. On va chercher le H ici, parce qu'on ne peut pas lier l'oxygène. On ne peut pas venir attaquer l'oxygène qui est positif, parce que lui est déjà plein en électrons. Il y a un double libre que je n'ai pas dessiné. Vous pourriez le dessiner si vous désirez. Mais puisqu'on ne l'utilise pas dans le mécanisme, je ne l'ai pas mis. Puis ici, on va briser la liaison entre le H et l'oxygène pour lui redonner des électrons pour reformer l'éthanol. Okay? Est-ce que ça va être la molécule qu'on va utiliser par la suite? Okay? Alors, on forme notre carbocation en venant chercher le H. On peut venir le placer soit
sur le carbone de droite de la double liaison ou de gauche. Donc, si je viens le placer sur celui de droite, il y a déjà un H. OK? Donc, le carbone de la double ici a déjà un hydrogène. Tandis que l'autre, il n'y en a pas. Par la règle de Markovnikov, la règle simplifiée de Markovnikov, si vous voulez, on veut préférer ajouter le H sur le carbone de la double qui a déjà le plus de H. Donc, celui de droite. Pourquoi? Ça va former le carbocation sur l'autre, qui est tertiaire. Plutôt que de faire l'inverse ou ajouter le H ici, former un carbocation secondaire, qui est moins stable. Donc, c'est comme ça que je peux facilement décider quel carbocation est préférable. Donc, c'est celui-ci. Et là, on retrouve notre molécule d'éthanol. Donc, on va se redessiner une molécule d'éthanol. On a besoin des doublets libres. OK? Donc, comme j'ai dit, c'est notre solvant, c'est notre réactif. On en a plein. Vous pouvez mettre un plus ou non. Ça n'a pas vraiment d'importance dans les deux. Lorsque vous faites un mécanisme de réaction, il n'y a pas d'importance sur les plus entre les molécules. Et là, ici, je vais juste aligner ma flèche comme il faut. D'avoir la rendre un peu plus grosse. Et on part du doublet libre de l'oxygène et on pointe vers le carbocation. On est formé. Ici, on passe par le carbocation tertiaire. C'est pour ça que ça va donner le produit qui est majoritaire. C'est ce qu'on nous demande. Donc ici, je forme la molécule qui est là, comme ceci, avec un H et notre chaîne de carbone. Je vais juste la déplacer ici, comme ça. Et le O, il est positif. Sauf que moi, je ne veux pas laisser ça un O+, comme ça. Okay? Ça ne fait pas une molécule qui est stable. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est retirer le H qui est de trop, qui est là. Donc, ça veut dire qu'on va déprotoner. Donc, pour déprotoner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre molécule d'éthanol. Je vais juste me laisser de la place ici. Vous pourriez l'avoir mis de l'autre côté, là, ça n'a pas d'importance. On va me laisser un petit peu plus d'espace comme ceci. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens chercher. Je vais utiliser une flèche encore moins bombée ici. Je vais vraiment pointer, venir chercher le H. Okay? Le H ne part pas comme tout seul, okay? Contrairement à ce que le manuel écrit, que j'aime vraiment pas du manuel là, en passant. C'est que souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils n'écrivent pas cette flèche-là. Okay? Qui part d'une autre molécule qui vient chercher le H, il libère des H plus dans le vide. Ce qui ne se produit pas. C'est pas possible. Okay? Donc faites pas ça. On est vraiment cherché avec une base telle que de l'eau ou l'alcool qui est présent. Et ce que ça va faire, c'est que ça va enlever le H qui est de trop sur notre molécule. Je vais juste la reprendre. Copier. Enlever ce H-là. Enlever le plus. Et on se retrouve avec cette molécule-là qui est notre produit majoritaire, qui est ce qui est demandé par l'exercice. Alors, ce qui est important, c'est de partir avec ceci, qui est un équivalent de H3+, puis de passer par un carbocation le plus stable, puis ensuite de faire la déprotonation. Donc, ici, l'étape de déprotonation, ici en bas, pour enlever un proton. Alors, je reviens à la présentation. Donc, ça, c'était la réponse pour l'exercice 2. Maintenant, je passe à une réaction qui est complètement différente, qui est l'addition de X2. Donc, l'addition de X2 ne fonctionne pas vraiment de la même façon que l'addition de molécules de HX ou d'eau en milieu acide. Ce qui va arriver, c'est que dans cette réaction-là, il y a une 3 dimensions qui est très très importante, un aspect 3 dimensions qui est très très important.
Par contre, comme les autres additions, la base est pas mal similaire, dans le sens que j'ai deux atomes d'halogène, donc X2, ça peut être deux chlores ou deux brons, pas vraiment deux fluors ou deux iodes, c'est très rare qu'on voit deux iodes, puis j'ai jamais vu deux fluors, fait que généralement on va voir vraiment plus chlore et brom, donc Cl2 ou Br2, qui vont être additionnés sur une double liaison. Donc, par exemple, ici j'ai Cl2, donc je vais additionner un Cl sur un carbonate double, l'autre Cl sur l'autre carbonate double, comme ceci. C'est fait dans un solvant qui est généralement non réactif. On va voir qu'est-ce qui arrive lorsque le solvant devient réactif. Okay, ça change un peu la donne. Je peux faire la même chose avec Br2, c'est-à-dire je vais ajouter un Br sur un carbone, un Br sur l'autre carbone. Et là, la 3 dimensions commence à être pas mal importante dans cette réaction-là. Je ne peux pas la laisser de côté pour vous en reparler par la suite. Je vais tout de suite vous l'introduire, puis on va en reparler plus en détail avec la 3 dimensions sur les additions qu'on a vues précédentes. Donc, ce qui est important, c'est que ici, les deux halogènes sont additionnés sur des faces opposées de la double liaison. C'est une addition qu'on appelle anti. C'est-à-dire qu'un brom doit être opposé à l'autre brom. Vous voyez, lui, ce brom-là est en avant, lui est en arrière. Ce qui va arriver, c'est qu'on peut avoir ça, ou vous auriez pu décider de mettre lui en arrière et l'autre en avant. Okay, qui en réalité, c'est la même molécule ici, parce que ça fait un produit qui est un composé qui est méso. Donc ici, même chose. Vous pouvez avoir le Cl en avant, en arrière, Cl en avant, ou l'inverse, ça veut dire Cl en avant, puis Cl en arrière. Vous allez avoir un mélange des deux. Okay? Donc un mélange de votre composé qui a le Cl soit en avant, l'autre en arrière, ou l'inverse. OK? Donc, lorsqu'on a un mélange 50-50 de deux énantiomères, parce que là, vous allez produire, par exemple, les énantiomères, c'est un mélange qu'on appelle racémique. Hein, je vous rappelle, un mélange de... Je vais juste vous rappeler, je vais l'écrire ici. Donc, un mélange de deux énantiomères à une proportion de 50-50 ça s'appelle un mélange racémique. Donc, on en a parlé un petit peu dans le chapitre 3. Là, ça va revenir plus dans les réactions parce que lorsqu'on a l'addition, par exemple, de X2 qui est ici, on va produire des fois des énantiomères. Donc, on va avoir un mélange à ce moment-là racémique des deux énantiomères qui est présent. Donc, si je reviens ici, ce qui nous reste, vous avez ici avec Br2. Donc, on ajoute un BR sur l'un, un BR sur l'autre. J'ai mis la 3 dimensions pour celui-là, mais elle n'est pas vraiment très importante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carbone chiral ici ou ici. Donc, ce n'est pas des carbones asymétriques parce qu'on a CH3, CH3 sur le même carbone, puis même chose ici. Par contre, lorsqu'on a un Cl2 ici, comme ça, puis on l'ajoute sur la double liaison qui est ici, puis là, elle n'est pas une double liaison symétrique, elle est asymétrique. Mais puisqu'on ajoute deux Cl, ça n'a pas d'importance quel Cl va où. Par contre, la 3 dimensions, elle est importante. Ici, j'ai mis la 3 dimensions pour le Cl qui est là. Est-ce que c'est important? Pas particulièrement. Hein. Je reviens juste ici. Donc, on va regarder ça ici en haut. Je dessine votre molécule. Donc, le Cl que j'ai mis ici en avant. Et l'autre qui est en arrière. Celui qui est ici, c'est pas un carbone qui est chiral. Fait qu'en réalité, j'aurais pu le laisser comme ceci. Par contre, le carbone qui est sur l'autre, pour l'autre chlore, lui est chiral. Ça veut dire qu'en réalité, je vais avoir ce produit-là et
vais avoir aussi l'énantiomère. Donc, l'énantiomère, c'est le chlore avec la position avant. Et là, je vais avoir un mélange 50-50, donc 50% de lui, 50% de lui. Et qu'est-ce que c'est? C'est un mélange racémique. Donc, dans le cas qui est là, c'est vraiment un mélange racémique qu'on va avoir. On va avoir un mélange des deux énantiomères. Donc, si je reviens ici, donc ça ici, en réalité, il faudrait écrire plus énantiomère. Okay? Donc, je vais commencer lentement à vous ajouter ça, la portion 3 dimensions de la réaction. Je vais vous en parler plus là, par la suite. Et finalement, si jamais il y a déjà un carbone qui est asymétrique dans la molécule, qu'est-ce qui arrive? OK? Ben, cette portion-là, la molécule, n'a pas la double liaison. Fait qu'il n'y a rien qui va changer par rapport à ça. Par contre, je vais ajouter un BR ici, puis un BR là, en enlevant la double liaison. Puis les BR doivent être un en avant, l'autre en arrière. Un en arrière, l'autre en avant. OK? Donc ici, quand je mets mon BR, qu'est-ce qui arrive au méthyle qui était sur la double liaison? Ben lui, il doit se positionner à l'opposé du BR. C'est-à-dire qu'il va être poussé par le BR. Il va être poussé soit en arrière ou en avant. Dans le cas qui est là, je l'ai mis le BR en avant, j'ai mis l'autre en arrière, mais ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu dessiner l'autre possibilité. Je vais juste passer ici. Donc j'aurais pu dessiner. Oups. Celui que j'ai dessiné, c'est celui-là, où j'ai BR en avant, méthyle en arrière, l'autre BR en arrière. Donc les deux doivent être un opposé à l'autre. Mais, ce que j'aurais pu dessiner, c'est l'autre composé avec le méthyle qui est en bas, lui, il ne change pas. Il est le même. OK? Par contre, je vais mettre mon BR ici à l'arrière plutôt. Puis là, le méthyle qui est sur le même carbone, lui, il doit être à l'avant. L'autre BR, ben, doit être opposé avec le BR que je viens de mettre sur le carbone voisin. Donc, il va être en avant. Donc ça, ici, contrairement à ce qu'on avait tantôt, c'est-à-dire lorsqu'il y a déjà un carbone qui rate, qu'on n'avait pas dans l'autre molécule juste à côté, cette fois-ci, ce ne sont pas des énantiomères. Donc ici, c'est pas un mélange racémique comme tantôt. C'est quand même 50-50. Mais ce sont des diastéréomères. Pourquoi ce sont des diastéréomères? Parce qu'ici, le CH3 qui est là, il ne change jamais. Même si les deux autres carbones chiro, maintenant, changent d'une forme à l'autre. Okay, d'un produit à l'autre. Mais le CH3, lui, en bas, ne change pas. Donc, si pas tous les carbones changent d'une molécule à une autre, la relation qui existe entre les deux, c'est des diastéréomères, pas des énantiomères. Donc, si vous avez déjà un carbone qui est rare, qui est ailleurs dans la molécule, va souvent vous pousser à avoir des diastéréomères plutôt que d'avoir des énantiomères puis un mélange racémique. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment un mélange racémique qui est obtenu, c'est vraiment un mélange de 50% de deux diastéréomères. OK? Alors, je reviens. Donc, le mécanisme. Le mécanisme, c'est ça qui est vraiment différent des autres. Ça explique aussi pourquoi il y a la 3D qui est importante. Donc ici, je pars avec la double liaison qui est là. Puis mon BR. Okay? Le BR2, vous avez deux bromes. Fait qu'il n'y en a pas un qui est plus électronégatif que l'autre. Hein? C'est pas mal égal. Mais en réalité, on sait que les électrons peuvent bouger quand même librement. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus d'électrons d'un côté que de l'autre. Ça veut dire que de façon instantanée, il peut y avoir un dipôle qui apparaît. Hein? Dipôle instantané. Au fond, c'est comme ça que les interactions de London se produisent, même pour les molécules non polaires. Alors, la portion qui est ici, à un certain moment donné, peut être un petit peu plus delta plus. Ça va faire en sorte que ça va être lui qui va agir comme électrophile. Il va vouloir agir avec notre double liaison. Notre double liaison est toujours nucléophile, elle n'est jamais électrophile. Il faut que je fasse réagir avec un électrophile. C'est pour ça qu'on dit l'addition électrophile. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais former l'intermédiaire qui est là. Comment? C'est que je vais avoir
La double liaison va venir chercher le brome, puis l'autre brome va se défaire. Donc la liaison entre les deux bromes, on va lui donner à l'autre brome qui lui va quitter, va devenir un Br-. Par contre, le brome qui va se lier à un des carbones, lui, il y a beaucoup d'électrons. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que plutôt que de passer avec une forme carbocation, le brome, lui, il va se dire, je vais partager mes électrons avec les deux carbones. Fait que, ici, la première flèche, c'est le premier lien avec un des carbones et le brome. Puis le brome, lui, en retour, va prendre un de ses doublets libres. Okay? Il y en a 3. Je n'ai pas dessiné les 3, mais ici, j'ai pris juste un. Puis il va faire une liaison avec l'autre carbone de la double. Okay? Donc la double disparaît, mais le brome va se lier avec les deux carbones qui étaient là précédemment. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la double liaison qui était de haut, puis maintenant je l'ai mis de côté. Okay? Donc on est parti de quelque chose qui était, on voyait de haut, puis là, le brome, plutôt que de le placer, je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là. Plutôt que de le placer simplement, je le dessine sur mon autre... Plutôt que de le placer comme ceci, donc comme ça, on puisse bien voir. Donc ici, plutôt que de le placer comme ça, avec le BR qui sort du plan, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, puis je l'ai comme amené à ce que maintenant le lien qui est ici, ça soit lui qui... que le BR qui est vers nous, maintenant soit dans le plan. OK? Donc le reste, à ce moment-là, va être soit en avant ou en arrière. C'est-à-dire que la branche qui est là va s'en aller en arrière. Le H qui est ici, il va aller en avant. Le H qui est ici va aller en arrière. Le H qui est là va aller en arrière. OK? Mais si vous voulez, vous pouvez préférer garder cette forme-ci plutôt que d'utiliser la forme que je vous présente ici, qui est celle-là. Sauf que moi, j'aime bien cette forme-là parce que ça montre bien comment l'autre brome va venir attaquer, puis comment on peut former les deux possibilités des deux énantiomères. Donc le Ba- qu'on a formé lors de la première étape, lui, il traîne autour. Puis cette molécule-là, c'est un intermédiaire qu'on appelle un bromonium. Donc, contrairement à carbocation, ici, c'est le brome qui a la charge positive, qui fait un lien avec un carbone qui avait la double et l'autre carbone qui avait la double. Et ça s'appelle un intermédiaire bromonium. C'est aussi possible de le faire avec le Cl2. Donc, à la place d'avoir un intermédiaire bromonium, ça va être un intermédiaire chloronium à la place. Donc, cet intermédiaire-là, c'est entre les deux étapes, entre la première et la deuxième étape. La première étape, il y a plusieurs flèches. Donc, c'est important que vous sachiez ces flèches-là. La deuxième étape peut se faire de deux façons, parce que là, on peut avoir les deux intermédiaires qui peuvent se faire. En réalité, le brome qui est ici peut venir ouvrir donc le bromonium, soit en attaquant de ce côté-ci. Donc, il va attaquer le carbone. Sauf que là, le brome qui est ici, est comme de ce côté-là, OK, en haut, lui, il bloque la face du haut. Ça veut dire que le brome peut juste attaquer en bas. OK, le Ba-. Parce que l'autre est très gros. OK, c'est très volumineux, un brome. Ça fait en sorte que un Br- ne peut pas s'approcher où il y a déjà un gros atome avec plein d'électrons. OK? Même s'il manque d'électrons, là, mais il ne peut pas s'approcher facilement. Il va avoir une tension stérique. Il y a un blocus. OK? Ça ne peut pas passer ici. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les doublets libres. Donc ici, là, j'aurais dû partir de doublets libres. OK? Je vais les ajouter. Donc, le doublet libre. On part de doublet libre du Ba-, on vient attaquer le carbone qui est ici. Puis ça ouvre. Donc, cette liaison-là prend. Okay, des fois, c'est un peu difficile à bien voir, mais on prend
les électrons qui viennent de ce lien-là, on les donne au brom. Okay, donc on brise cette liaison-là, qui fait en sorte qu'on va se retrouver avec, maintenant, le brom qui vient, le Br- est ajouté ici vers en bas, puis on garde le Br qui était déjà là, dans le bromonium, vers le haut, sur l'eau carbone. Mais on peut faire l'inverse, qui nous donne l'autre énantiomère. Donc ici, partir encore une fois de doublet libre, pas de la charge moins. Donc ici, ce qui va arriver, c'est que là, le BR, il va ouvrir de l'autre côté, puis c'est lui qui va, le BR- va s'ajouter en bas, puis on va garder le BR en haut ici. Donc on va avoir l'autre énantiomère au fond. Donc on a les deux énantiomères en mélange 50-50 ici. OK? Donc les deux phases d'attaque sont possibles. Puis ça donne les deux isomères optiques, les deux énantiomères. Donc ça nous donne un mélange racémique. Donc vous rajouter ça, là, très très important, c'est un mélange racémique. 50% de lui, 50% de lui. OK? Donc c'est ce qu'on a à la fin. OK? Il n'y a pas un qui est préféré. Bon, pourquoi il y a ça qui peut se produire? C'est qu'en fait, pourquoi il n'y a pas de préférence? C'est qu'au fond, on a nos deux étapes. On a la première étape qui est la plus difficile, qui est la formation de l'ion bromonium, donc qui est notre intermédiaire ici. Puis on a la deuxième étape qui est l'ouverture du bromonium pour nous donner soit le produit en rouge, soit le produit en bleu. Sauf que les deux sont pas mal sensiblement la même chose, donc ils vont être au même niveau. OK? Donc ils sont pas mal la même valeur d'énergie à la fin. Fait qu'il n'y en a pas un qui est plus préféré que l'autre. Alors, pour conclure cette portion-là, je donne un exercice à regarder. Ici, je vous demande de me présenter le mécanisme réactionnel de l'addition du Cl2 sur le E pente 2N pour montrer les possibilités d'attaque. Donc, je veux les deux possibilités d'attaque, je veux les deux énantiomères possibles lorsqu'on fait cette réaction-là. Donc, ce qui est important, c'est de savoir, okay, se rappeler c'est quoi ça veut dire le E. Hein, le E pente 2N, je veux pas le Z, je veux le E, parce que ça a une importance sur qu'est-ce que ça donne comme produit à la fin. Donc, vous pouvez mettre à pause, puis poursuivre lorsque vous aurez essayé de faire quelque chose qui est bon. Ce qui est important, c'est vraiment passer sur la 3 dimensions. Okay? Pensez vraiment à la 3 dimensions pour cette réaction-là. Très important. Donc, je vais vous montrer la réponse, comment on peut obtenir ceci. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on veut partir du E pente 2N. Donc le pente 2N avec la double liaison ici comme ça. Ça, c'est le E pente 2N. Donc les deux côtés opposés. Je veux faire la réaction avec le Cl2. Donc, je veux un lien avec 2 Cl. Donc 2 clairs. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais devoir prendre la double liaison puis attaquer un des deux clairs, qui est comme mon clair comme delta plus à un certain moment donné. Ça va briser la liaison entre les deux clairs pour former un Cl-. Sauf que comme on a vu, on ne peut pas laisser ça puis s'arrêter juste à ça. Le clair, en réalité, qui a été attaqué par la double liaison, pour former un lien avec un des deux carbones de la double liaison, lui, il ne va pas laisser ça comme ça, il va attaquer en retour pour pouvoir faire l'espèce de pont entre les deux carbones. Okay? Donc, comme on avait vu avec le brome, le clair fait la même chose. Donc, on se retrouve avec une flèche qui vient chercher le clair, on brise pour former Cl-, puis le clair lui revient pour pouvoir faire l'espèce de pont entre les deux. Donc, on se retrouve avec... Et là, je vais vous montrer les deux façons de dessiner ça. Je vais l'avoir faite soit avec la forme stylisée habituelle qu'on est habitué de faire. Et là, vous montrez votre Cl comme ceci. On n'oublie pas qu'il est positif. OK, donc ça, c'est un ion chloronium. Donc, soit vous le dessinez comme ça, ou encore,
si vous voulez faire comme moi, je les ai dessinés. Va falloir que je... Ici. Donc, comme ça. Et là, on a un lien vers l'avant de chaque côté. Puis, on va avoir un lien vers l'arrière de chaque côté. Et là, comment on va décider qu'est-ce qui est en avant, qu'est-ce qui est en arrière? C'est en regardant la double liaison. OK? C'est ça qui est important. Si vous voyez, ici, vous êtes parti avec la double liaison qui est E. Ça veut dire le CH3 d'un côté, il est opposé au CH2, CH3 de l'autre côté. Ça veut dire qu'ici, parce que vous allez mettre les choses, les groupements autour de votre chloronium au centre, vous voulez avoir le CH3 et le CH2, CH3 de côté opposé. Ça veut dire un en avant, l'autre en arrière, parce que vous êtes parti du E. Si vous étiez parti du Z, les deux seraient du même côté. Ils seraient tous les deux en avant ou tous les deux en arrière. Donc, c'est vous à décider comment vous allez mettre. Par exemple, moi, je vais décider de mettre mon CH3 en avant. Et là, ça place par défaut un H3C, mais c'est la même chose qu'un CH3. Pas de différence. Puis, je vais mettre le CH2, CH3 vers l'arrière. Donc, la chaîne éthyle va être vers l'arrière. Puis, mon H va être vers l'avant. Pourquoi? Parce que je suis parti du E. C'est pour ça que j'ai ces deux-là qui sont à l'opposé. Vous avez dessiné ça, ou ça, c'est équivalent. C'est la même chose. Maintenant, on a un Cl- qui traîne autour. Donc, ici, un Cl négatif. Donc, je vais prendre un des doublets libres. Il y en a 4. J'ai juste besoin d'un 1. Vous n'êtes pas obligé de toutes les dessiner à chaque fois. Juste besoin d'un 1 de ces doublets-là. On venait ouvrir ici, en utilisant les doublets libres. On venait attaquer le carbone qui est ici pour ouvrir l'ion chloronium. Donc ça nous donne une des deux possibilités. L'ouverture avec. Donc là, les Cl vont être opposés. Fait qu'il y en a un qui va être en bas, l'autre va être en haut. Hein. Celui qu'on ajoute va être en bas, parce que là, j'ai mis mon Cl en haut. J'aurais pu faire l'inverse, hein, parce que les deux existent en réalité. C'est ça qui crée vraiment les deux énantiomères. Mais là, ici, quand j'attaque, mon Cl-, il attaque en bas, parce que c'est bloqué en haut par le Cl qui est là, le Cl+, donc le ion chloronium. Fait que mon Cl qui est là, ici, puis ce qui est en avant reste en avant. C'est-à-dire que mon CH3 reste en avant. Et mon H reste en arrière. Vous n'êtes pas obligé de le dessiner, mais je le mets ici parce que je veux que vous voyez tout. Tandis que de l'autre côté, le H reste en avant. Le CH2, CH3, donc la chaîne éthyle. Donc, vous pouvez écrire ET pour éthyle ou écrire CH2, CH3. J'accepte les deux. Par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est faire l'ouverture de l'autre côté. Comme ceci. Comme ça. Donc, viser, attaquer de ce côté-là, puis ouvrir. Puis, à ce moment-là, que j'aurais eu l'autre énantiomère. Parce qu'à ce moment-là, le chlore qui est en bas serait mis à droite, puis le chlore qui est en haut aurait resté attaché, mais à gauche. Comme ça. Sauf que le CH2, CH3, il reste de son côté, en arrière, ici, avec le H en avant. A, H, I, CH2, CH3. Comme ça. Je vais tasser un petit peu le H parce qu'il est un peu dans le chemin. Et comme ça. Tandis que de l'autre côté, on a notre CH3. Et on a le H qui est en arrière. Donc ces deux-là, ce sont nos deux énantiomères. 50, 50 des deux énantiomères. Donc, mélange racémique obtenu. Donc, on obtient un mélange racémique de ces deux composés-là.
plutôt que d'utiliser la forme qui est ici, vous pouvez utiliser la forme qui est là, puis ouvrir directement là-dessus plutôt que de le faire là-dessus. Puis à la place, vous devriez avoir, avec le CL-, je vais juste essayer de montrer ce que vous auriez dû obtenir. Je ne vais pas faire le mécanisme complet, là, mais juste vous montrer. Par exemple, le CL- aurait attaqué en arrière pour donner ce produit-ci. Ou on a notre sommaire qui est ce produit-là. OK? Donc ça, qu'on aurait eu à partir de cette forme-ci, en attaquant avec le CL- en arrière des deux côtés. Donc là, je n'ai pas fait de mécanisme pour celui-là, mais c'est la même chose que là. C'est-à-dire, vous attaquez sur un des carbones, vous brisez le lien, le chlore reste en avant, ici, ou encore vous attaquez sur l'autre, on brise le lien, et le chlore reste en avant, ici, tandis que l'autre, oups, le chlore qui est là, disparu, donc le chlore est en arrière. Okay? Donc on a les deux opposés, donc ce sont les énantiomères. Ce sont les deux mêmes que ceux qui sont ici en bas. Il y en a un qui est celui-là, puis il y en a un qui est l'autre. Okay? Si maintenant on veut savoir qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai le R, le S? Est-ce que j'ai le SR? Est-ce que j'ai le AR? Est-ce que j'ai le SS? On peut regarder. OK, donc ici, le chlore, c'est notre priorité numéro 1. La chaîne de carbone qui est ici vers le carbone qui est là, c'est notre priorité numéro 2, puisqu'on a un carbone qui est lié avec un chlore, un carbone, un hydrogène, contrairement à un qui est lié avec 3 hydrogènes. Donc ça, c'est notre priorité numéro 3. Puis le H, qui est notre priorité numéro 4, est en arrière. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc ça tourne, c'est S. OK? Donc on a le S qui est ici. Pour ce qui est de l'autre côté, on a le chlore qui est en avant, qui est ici, qui est notre priorité 1. La chaîne le carbone qui est de ce côté-là, c'est notre priorité 2. Puis le CH2, CH3, c'est notre priorité 3, mais elle est en arrière. OK? Fait que même si je tourne dans ce sens-là, en réalité, je devrais tourner dans l'autre sens. Donc j'ai en réalité le R. Donc j'ai le SR. Et si vous voulez regarder, l'autre qui est ici, c'est le contraire, c'est le RS. OK? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer, voir si c'est vraiment le cas. Ce que vous devriez trouver pour ceux que j'ai dessinés de l'autre façon, c'est les deux mêmes que ceux qui sont en bas. Vous allez trouver la même chose, vous allez trouver qu'il y en a un des deux, c'est le SR, puis l'autre, c'est le RS. Je ne sais pas lequel est lequel, mais vous pouvez regarder, vous allez avoir les mêmes choses. Si vous me donnez ça à l'examen ou ça à l'examen, c'est bon dans les deux cas. Fait que vous y allez selon ce que vous préférez. Soit y aller de côté ou encore rester de haut, comme ici. C'est ce qui va donc conclure pour cette deuxième capsule du chapitre 5. Donc, on a vu quand même pas mal sur les réactions. Il va nous rester juste à regarder un petit peu qu'est-ce qui arrive avec la réaction de X2 lorsqu'on le met avec d'autres solvants. Puis, on va ensuite regarder avec la 3 dimensions pour conclure et rapidement les alcènes que vous allez voir réagissent vraiment de la même façon que les alcènes. Donc, il n'y a rien de très de spécial à la fin, comme ça. Donc d'ici là, passez une bonne fin de journée et à la prochaine capsule.